Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Match après Match. C'est votre talk 100% football, deuxième édition 2019. Vous le savez, ça parle actualité immanquablement. Nous allons revenir sur les débuts réussis de Stéphane Anchaud à la tête de Neuchâtel Xamax. Nous parlerons également du FC Zurich qui rêve de battre Naples en Europa League. Et puis, nous parlerons également du choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester United en Ligue des Champions. Ce sera demain mardi. Et nous aussi, on a sorti nos champions, à commencer par le journaliste gratuit de Sport Center. Bonsoir Robin Carrel. Bonsoir. Le joueur Andy Zekiri, attaquant du Lausanne Sport. Le consultant. Bonsoir Philippe. Bon consultant Téléclub, bonsoir. Claude Grosse et puis le geek, entre autres, le geek des Téléclubs, Vincent Rigolet. Et puis je vous rappelle également que pour réagir à nos propos, vous avez deux canaux sur les réseaux sociaux, via Twitter, #TCMAM ou sur notre page Facebook à l'adresse Téléclub Sport Romandie. Eh bien, messieurs, quel week-end! Et ça a commencé plutôt fort samedi, avec plus de 7 tonnes de choucroute écoulées par 7500 participants lors du gala du FC Sion. L'air de rien, ça fait presque quand même 1 kilo par personne, si on fait le décompte. Et puis, rien n'est impossible pour Christian Constantin, puisque pour parer à l'absence d'Alain Delon, eh bien, il a trouvé un remplaçant de luxe, en l'occurrence Gérard Depardieu. Robin, ça s'appelle l'art de bien retomber sur ses pieds. Ouais, c'est devenu un marronnier, tout le monde en parle très longtemps, tout le monde a l'air de trouver ça très important. Tant mieux, ça marche, ça fait parler tout le monde, ça fait des pages de journaux, et puis on en reparle encore ce soir. Et puis ça fait un petit million quand même dans les caisses. Ah oui, mais complètement, c'est comme la Coupe Spengler avec le HC Davos, c'est un événement qui leur permet de rester avec le gratin, ou presque, même si c'est une choucroute. Moi, ce qui me chagrine toujours, c'est qu'il y a 2000 Vaudois à ce gala. C'est plus qu'à la Pontaise mercredi. Et ça, c'est vrai que la moitié des convives qui ont payé quand même entre 200 et 1000 francs pour participer à cette soirée proviennent de l'extérieur du canton de Genève. Bon, il y a eu quand même des lendemains plus compliqués pour le FC Sion qui a perdu 1 point à la maison face au FC Lugano. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. On va tout d'abord revenir sur la première victoire de Neuchâtel Xamax depuis le 26 septembre 2018. Ça fait quand même sacrément rebondir la lutte contre la relégation. Max Veloso et Kemal Ademi qui collaborent pour donner l'avantage à Xamax à la 25e minute pour le 1-0 contre Lucerne. Puis le 2-0 un quart d'heure plus tard par l'inévitable Raphaël Nuzzolo servi par la nouvelle recrue Serré Dié. C'est beaucoup d'émotions à la Maladière et particulièrement pour Stéphane Anchaud, nommé sous certains sarcasmes successeur de Michel de Castel. C'est surtout la 3e victoire de la saison et le retour à 1 point de la 9e place occupée par Grasshopper. Alors ma première question, messieurs, Xamax aujourd'hui sans doute se sent plus fort et c'est Grasshopper qui tremble. Faut le dire vite. Mais c'est une question que j'ai envie de poser à Claude surtout, parce qu'on connaît le passé d'entraîneur de Stéphane Anchaud qui n'est pas extraordinaire, mais il a eu des juniors et des amateurs. Est-ce que c'est un métier vraiment différent de coacher les pros ? Il a coaché en 2e ligue, c'était une saison, donc on le juge là-dessus, je trouve ça un peu déplacé. C'est dans l'élite qu'on l'attend et avec la carrière qu'il a, il devrait pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il débute dans le milieu professionnel et c'est pas simple, dans des circonstances pas simples parce que ça sera de toute façon compliqué pour Neuchâtel jusqu'au bout. Moi, dans cette histoire, c'est pas le fond qui me dérange qu'on change d'entraîneur parce qu'il est dernier et tout, on connaît, même que ça me plaît pas et ça me plaira jamais, je pense. Mais c'est la forme qui m'a dérangé. Déjà, le timing. Parce que le timing est super étonnant. Le timing, juste après le match d'IB, pourquoi pas l'avoir fait avant Donc pour vous, le changement n'était pas nécessaire, en tout cas, à ce moment de la saison. Votre avis? Mais c'est pas que le changement n'est pas nécessaire, c'est le timing qui est bizarre, comme le dit Claude, parce qu'on est juste après Young Boys et puis qu'on s'attend pas forcément à ce que Neuchâtel, comme n'importe quelle équipe, fasse un résultat face à IB. Enfin, ça paraît évident qu'ils vont pas faire des points contre Young Boys. C'est sûr que pour moi, il y a un moment de panique de Christian Bingli parce qu'il sait que les 2 matchs qui arrivaient, à savoir Lucerne et Getse, c'était des matchs coup près et capitaux dans la lutte contre la relégation. Il a peut-être un peu paniqué. Pour le moment, le choix qu'il a fait lui donne raison, puisqu'il y a une victoire contre Lucerne. Maintenant, il faut voir surtout ce match contre Getse qui arrive, et puis sur le long terme, parce que la saison, elle est encore longue, et il y a encore un match contre Lucerne, et encore un match contre Getse, et encore des matchs contre Lugano, qui est aussi un candidat à la relégation.
il y a encore beaucoup de travail et c'est difficile de faire maintenant, de donner un jugement par rapport à cette victoire, sachant qu'il y a encore tout ça derrière. On entendra votre avis sur le sujet dans un instant, Andy. En tout cas, on cherchait une réaction, on cherchait du changement. Du changement, il y en a eu. Écoutez, par exemple, le capitaine Laurent Waltert, c'était quelques minutes après la première victoire et troisième victoire surtout de la saison pour Neuchâtel-Xamax. On a su passer de la parole aux actes. C'est souvent facile de discuter dans les vestiaires, de tenir de grandes théories, d'essayer de refaire le football à l'interne dans les vestiaires. Et puis le plus dur, c'est de le retranscrire sur le terrain. La chose à faire, quand on est employé de Neuchâtel-Xamax, c'est adhérer au chef et puis aller de l'avant, serrer les coudes entre nous, être solidaires et puis essayer de gagner les matchs, chose qu'on a faite. Alors, je vous vois opiner du chef. On suit aveuglément le chef, quoi. Non, que ce soit à Neuchâtel, à Lausanne ou ailleurs. Non, bien sûr, parce que moi, en tant que joueur, j'ai connu la relégation avec le Lausanne Sport. Et puis, c'est sur des moments comme ça, on doit être le plus soudés l'un et l'autre. Et voilà, ce qu'il dit, c'est très important. Et puis, qu'ils doivent continuer comme ça. Et j'espère qu'ils vont se maintenir cette année. Alors, du changement, il en fallait. Du changement, il y en a eu. Tout le monde parlait de la désorganisation défensive de Neuchâtel-Xamax. Alors, retour à une défense à 5. On a retrouvé la stabilité défensive. Et puis, dans les moments très chauds, merci Waltert. Est-ce que ça va suffire ? Dans le contenu, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement courageux. OK, il y a 3 points. Ça s'était pas arrivé très souvent cette année. Mais dans le contenu, ce n'est pas flamboyant non plus. Après, il y a eu peut-être un peu de meilleur dans la tête. Ça a peut-être débloqué 2-3 choses à ce niveau-là. Et Neuchâtel a besoin de vraiment... Fribourg aussi. Oui. Vraiment besoin de mettre ça en avant. Parce que ce n'est pas leurs qualités techniques qui feront la différence jusqu'à la fin de saison. C'est vraiment le mental et l'envie d'aller chercher ses points et de courir 2 fois plus que l'adversaire. Il a raison, concéder 11 tirs cadrés, c'est énorme. C'est énorme, donc il y a eu un peu plus de réussite peut-être que les autres matchs. Moi, ce qui me dérange dans ce que dit Waltert, c'est que dit le chef, il faut être derrière. Mais pourquoi ils n'étaient pas prendre des responsabilités? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avec Michel de Castel? C'est ça, retour d'une certaine agressivité qu'on n'avait pas et qu'on retrouve. Voilà, et à un moment que vous n'avez pas les points, les joueurs autonomes, ça se réfugiait derrière des excuses. Donc le message passe plus, c'est ce qu'on a entendu. Je ne suis pas un intérieur du vestiaire. Le message de Michel ne passait plus, il fallait changer. Mais comme vous commencez à donner la parole aux joueurs, c'est le début des ennuis. Donc maintenant, les joueurs, ils sont face à leurs responsabilités. C'est à eux d'aller chercher leur contrat pour l'année prochaine. Et alors, sur un match, ils l'ont fait. On verra sur la longueur. Est-ce qu'on a enterré trop tôt Xamax? Non. Je pense pas. Après, voilà, je pense qu'il y aura encore beaucoup de matchs. Entre Getse et Neuchâtel, ça va se batailler. Il y a aussi peut-être Lugano, on ne sait jamais. Mais je pense que ça va être, jusqu'à la fin de saison, ça va être fort. Il y avait des step by step, en fait. Non, mais il y avait des raisons de les mettre comme candidats à la relégation, parce que dans le jeu et dans ce qu'ils produisaient, c'était compliqué. Ils avaient beaucoup de peine à se projeter vers l'avant, ils avaient de la peine à être dangereux, et surtout, ils prenaient énormément de buts. Donc, c'est pas qu'on les a enterrés trop vite, mais on les a très vite vus comme des relégables potentiels. Déjà, même rien qu'en montant, c'est normal. On voit le CV des joueurs, c'est normal. Non, mais même eux le disaient, même le président le disait en début de saison que ce serait une saison difficile. Il le savait, c'est ça qui me surprend. Il savait que ce serait difficile. Bien sûr que tout le monde ici espère que Neuchâtel va s'en sortir, mais tout le monde sait que ça va être très compliqué, que ça soit avec Stéphane Honchon ou avec quelqu'un d'autre, parce que effectivement, avec les joueurs, on parle toujours du budget, ça n'a pas d'importance, mais malgré tout, voilà, ils sont arrivés là, et c'est compliqué, et ça se confirme. Après, c'est du step by step, en fait. Ils sont derniers. Maintenant, le prochain objectif, c'est de dépasser Grasshopper, place de barragiste, avant-dernier. Xamax s'est doté des moyens pour dépasser Grasshopper, parce que Xamax, aujourd'hui, vous semble meilleur que Grasshopper. Parce que, par exemple, Seredier, c'est l'homme qui sera l'homme providentiel, l'organisateur du milieu de terrain qui va montrer la voie. C'est un vrai plus pour Neuchâtel, c'est sûr. Non, clairement. Enfin, c'est un vrai plus, c'est sûr. C'est un récupérateur de balles, il peut jouer devant la défense, il peut aussi trouver des solutions devant, il donne des bons ballons. Bien sûr que c'est un atout. Mais Getse, ils ne sont pas non plus complètement à la ramasse. C'est sûr que là, ils sont sur 5 défaites consécutives, que ça se passe vraiment mal. Mais quand on regarde le derby qu'ils font, ils font une bonne mi-temps, en tout cas une très bonne mi-temps, première. Il y a Ravet qui est arrivé, il va lui faire un peu de temps pour se mettre dans le rythme, mais c'est un joueur vraiment important. Il l'a déjà montré dans ce championnat par le passé. Et puis, ils ont 2-3 éléments vraiment intéressants. Maintenant, il faut voir comment Getse va gérer aussi l'après et comment ils vont gérer ce match face à Neuchâtel. Getse a plus de certitude. Ouais, un entraîneur plus expérimenté. L'année prochaine, Xamax, ce sera le même problème. On connaît les moyens, ce qui est possible de faire à Neuchâtel. Ça restera entre 2 ligues. Tandis que Getse, il y a quand même une autre organisation derrière, il y a une autre histoire,
des autres moyens, tout simplement. Et aussi que Xamax descend pas cette année, ce sera la même chose, le même problème l'année prochaine. Mais on a parlé de Ravet, c'est le gros coup peut-être de Grasshopper durant ce mercato hivernal. Bah justement, Ravet, il vient de se rendre compte un petit peu d'où il a mis les pieds, d'où il a remis les pieds. Écoutez-le. On a une équipe très jeune, donc on a besoin d'apprendre. Mais dans notre situation, on n'a pas trop le temps d'apprendre, donc il faut vite mettre les têtes à l'endroit et puis repartir dès la semaine prochaine contre Neuchâtel. Finalement, Grasshopper est dans l'urgence, un peu comme l'est ou l'était Xamax il y a quelques jours. Mais c'est l'exemple type, Ravet. Xamax n'arrive pas à trouver un défenseur central, Getse va prendre Ravet, qui coûte quand même bien cher avec son salaire de Bundesliga. Et pour moi, ça, c'est ça qui fera la différence. La différence aujourd'hui, elle va se faire offensivement ou défensivement ? Pour gagner des matchs, Xamax va devoir marquer, c'est pas franchement leur aptitude principale. Bon, mais il y a aussi Nuzzolo. Il y a Nuzzolo. Nuzzolo. Exact. Et Nuzzolo. Bon, Denis a marqué ce week-end. Ça peut le mettre en confiance, c'est déjà son deuxième but, sauf erreur. Donc ouais, en tant qu'attaquant, quand on marque des buts, on essaie de marquer de plus en plus. Bon, là où c'est étonnant du côté de Getse, c'est le fait d'avoir laissé partir Nouma Lavanchi à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont pas de latéral droit, ils ont joué avec un milieu de couloir en tant que latéral droit ce week-end. C'était assez... Et surtout, ils le cèdent à Lugano. Enfin, c'était un peu... Il y avait une entente déjà prévue, mais ils le cèdent à ce moment-là, alors que Lugano pourrait être un concurrent direct aussi à la relégation. Donc c'est assez particulier ce timing qu'a choisi Getse de faire ça. C'est dommage que ça n'ait pas revenu à Lausanne. Ce serait aussi une bonne opportunité, après, voilà. On arrive à dire son nom, pas comme le nom. Oui, après, voilà. Il y a des joueurs qu'on a appris qui sont aussi bons, donc... On parlera peut-être un tout petit peu du Lausanne Sport tout à l'heure aussi, également, tout en fin d'émission. Donc aujourd'hui, à la veille de ce match qui ressemble déjà presque à un match coup près, même s'il y a encore beaucoup de points en jeu finalement, alors que beaucoup de monde, y compris sur ce plateau, y compris parmi nos consultants, y compris par nos journalistes, disaient « Ouh là là, il faudra au moins que Xamax fasse 25 points pour s'en sortir ». C'était peut-être oublié que finalement, Grasshopper était à portée d'un ou deux matchs. Eh bien, aujourd'hui, on peut se montrer plutôt positif vis-à-vis de Neuchâtel Xamax. C'est-à-dire que s'ils passent devant Getse après ce match-là, moralement, ça va leur faire énormément de bien. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas quitté cette 10e place. Donc je pense que ça peut au moins les laisser souffler un tout petit peu, de se dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose et puis ils ont réussi à sortir de cette zone, enfin de cette barre, quoi. Après, il n'y a rien qui est fait. Comme vous l'avez dit, on a vu ce qui s'est passé avec Lausanne l'année passée. C'est très long. Il y a beaucoup de matchs au printemps. C'est vraiment très très long. Surtout quand on enchaîne les mauvais résultats. Donc... Après, voilà, comme j'ai dit, entre joueurs, il faut qu'on prenne nos responsabilités et quand on rentre sur le terrain de faire la différence. Et après, voilà, c'est à Neuchâtel de faire ça, Getse, ceux qui sont un peu chauds. Tiens, quand vous êtes joueur de Challenge League et que vous voyez jouer deux clubs qui pourraient être de futurs adversaires, notamment lors d'un barrage, aujourd'hui, quand vous voyez jouer Xamax et vous voyez jouer Getse, vous voyez ça comment? Vous les sentez comment? D'abord, en tant que joueur, on regarde leurs matchs, on les analyse. Après, voilà, ça dépendra d'abord de nous. On essaie de plus vite gratter des points, essayer de mettre en danger Servette. Après, voilà, contre qui on tombera, ou on va savoir. On essaiera de gagner ce match et puis de jouer en Super League. C'est quand même mieux de finir premier. C'est pas sûr de jouer le barrage. Déjà, il faut que Lausanne parvienne à se qualifier. Mais en valeur pure, il y a quand même encore un petit avantage pour Grasshopper et Xamax. Exact. Un peu à tous les niveaux quand même. Ah mais non. Après, voilà, les matchs les plus difficiles. Ça fait pour sauver le club de l'élite, quoi, le barrage. Faut le dire franchement. Ah non. On disait ça au hockey aussi, on disait ça pas mal. Non. Non, mais ça, c'est super intéressant. C'est magnifique ce barrage, c'est génial. C'est mettre en danger une équipe qui finit 9e et en plus dans la dynamique de la saison, ça va être... Les playoffs en Angleterre, à Wembley. Non, je trouve que c'est le plus beau match de la saison, ce barrage. Exactement. C'est le match de la vie, on va dire. La Coupe d'Europe à votre niveau, quoi. Exact. Eh bien, on se réjouira de vivre ces barrages, évidemment, en direct sur Téléclub. En attendant, il y aura la rencontre de la 21e journée. Ce sera dimanche prochain au Letzigrund. Ça va représenter sans aucun doute un des tournants de la saison, ce match entre Grasshopper et Neuchâtel Xamax. Le Letzigrund qui va d'ailleurs accueillir un deuxième très gros match cette semaine, mais cette fois-ci c'est en Europa League et c'est d'ailleurs le sujet de notre deuxième causerie de ce soir. Zurich-Naples en 16e de finale aller de l'Europa League. Messieurs, à main levée, qui pense que Zurich va éliminer Naples?
Difficile. Ça va être très difficile. Finalement, c'est le joli cadeau empoisonné, c'est-à-dire que vous recevez un super club, mais que vos chances de qualification sont quasi nulles, quoi. Bon, Ou limitées. L'année passée, même Marseille a pu aller loin, Leipzig est allé Même loin. Marseille. Oui. Il n'y avait pas grand-chose sur la route de Marseille, des 16e à la finale. C'est possible, on l'a vu, on peut en parler de Wettingen il y a 30 ans, qui était pas loin d'éliminer Naples finalement. Sur 2 matchs, c'est possible, mais il faut vraiment que les planètes s'alignent. C'est comme quand ça Max Balucerne, et qu'on se tire cadré, encaissé entre guillemets. Il faut que les planètes s'alignent. Ouais. Bon, après, Zurich, ils ont aussi mis en danger les Bayern Leverkusen. Après, moi, je me dis, il y a des fortes possibles qui peuvent battre Napoli. Après, voilà, ça a devoir. La difficulté, c'est les 2 matchs. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'au Letzigrund, jeudi, ils font un exploit et puis ils s'en sortent avec une victoire. Même un match nul, ce sera un exploit contre Naples avec l'équipe qu'ils ont. Hein. Enfin, surtout Zurich, l'équipe qu'ils ont. Non, mais défensivement, c'est chaud. Hein. Ce week-end, ils jouent avec Neff, Maxeux et Bangura en défense. Quand vous avez Mertens, Insigne et Calderon en face, comme il y a 7 classes d'écart, je crois que Robin nous disait avant. Donc, ouais, ça va être extrêmement compliqué. Mais peut-être l'exploit, il est possible sur un match. Sur 2, le retour là-bas. C'est ce que j'allais dire. Vous avez vaguement évoqué le FC Wettingen. Pour ceux qui ne sont pas nés, hein, c'était en 1989. J'étais né, mais je n'étais pas vieux. Mais vous n'étiez pas vieux, exactement. On va simplement rappeler qu'il y avait eu 0-0 à Wettingen et que lors du match retour à Naples, Wettingen menait 1-0. Il y avait une égalisation un petit peu bizarre. Et puis Naples s'était imposé 2-1 sur un pénalty qui était complètement farfelu. Et il y avait ce gars-là qui jouait Maradona. Non, pour ceux qui... Alors, il y avait Maradona à Naples. Mais face à Maradona, en face, vous aviez quand même Rueda, hein, par exemple. Et pas mal aussi. Et Jacobacci. Et York Stiel. Et York Stiel dans les buts. Il y a moins longtemps, Lugano a sorti l'Inter de Milan. Ouais. Et il faut se souvenir aussi que le FC Zurich, en 2009, a été gagné à Milan également. C'est donc dire que, finalement... sur 2 matchs. Allez, sur 2 matchs. Mais c'est ça le problème. Sur un match, on croit capable Zurich de gagner. Sur 2 matchs, c'est plus compliqué. Mais c'est enfin la vraie Coupe d'Europe, celle qu'on va commencer à voir avec la Champions League. C'est enfin ces matchs à élimination directe. Là, on prend du plaisir. Il y a moins de calculs. C'est vrai. Surtout les matchs retour. Si le match aller a permis d'avoir... Des fois, ça part ensuite, c'est au match aller aussi. Il faudra voir comment Napoli aborde ce match aussi, hein, cette double confrontation, s'ils la jouent vraiment au sérieux, cette Europa League. On a vu par le passé qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'ont mise un peu de côté, donc il y a beaucoup de paramètres. Voilà, je pense que Naples, vu la saison et le champion qui est déjà quasiment connu en Serie A, il leur reste cette Europa League et ça va être un vrai objectif pour eux. Ouais. Donc je ne pense pas qu'ils vont la jouer au rabais. Hein. C'est plus pas long l'Europa League, ça commence en là. 16e. La Champions, ça commence en 8e. Là, 16e, c'est long. Hein. C'est vrai que si on regarde la Serie A italienne, Napoli, qui était déjà très, très en retard sur la Juve, a encore concédé le nul face à la Fiorentina, hein, ce week-end 0-0. C'est pas très bon signe. Enfin, c'est peut-être bon signe pour Zurich, finalement. Non, mais... Ils doivent le gagner. C'est pas la même chose. Hein. Non, mais si Naples, s'il joue la compétition, c'est peut-être même le favori de la compétition. Hein. Et puis là, vous voyez le gardien de la Fiorentina, ce qui sort comme match. Hein. C'est pas non plus Naples a déjoué et a été mauvais. C'est le gardien qui était extraordinaire de la Fio ce week-end. Donc, Laurent Waltert italien. Mais Brecher est très bon. Ouais, si on verra comment il est, mais en tout cas, statistiquement, c'est l'un des, voire le meilleur gardien de Super League actuellement en termes d'arrêt. Si on se lance un peu dans la comparaison, on a vu avec Naples ces derniers temps, Milik pas mal, Insigne pas mal. D'un autre côté, vous avez ce week-end, vous avez commenté le derby zurichois, Vincent, Karabatse, excellent. Oui, mais bon, Karabatse, c'est pas un attaquant. Non, mais c'est un super... Là, en l'occurrence, il se retrouve aux avant-postes sur un corner. C'est un joueur dangereux, il a fait un magnifique match. C'est une surprise un peu, ce Géorgien qui débarque un peu de nulle part. Il était très, très, très bon, vraiment. Je l'ai trouvé excellent et je pense que je suis pas le seul, vu qu'il a marqué. Il a même failli mettre un doublé parce qu'il tire sur la latte. Non, vraiment, c'est un très bon joueur. Maintenant, offensivement, si vous regardez les buts de Zurich ce week-end, c'est Maxeux, donc défenseur central qui marque. Karabatse, qui est plutôt un joueur couloir, voire défensif. Et puis le troisième, Domjoni, mais en fait c'est un autogol. Donc bon, c'est pas non plus les joueurs offensifs qui ont marqué. On n'a pas tellement vu Khalifi qui a fait une fin de match. Il est rentré en fin de match, il n'a pas été flamboyant. Cololi n'était pas non plus dans ses meilleurs soirs. Et puis O'Day était beaucoup en difficulté. Donc. Andy, vous avez fait partie de la Juventus. Hein. Vous avez donc pu toucher un petit peu à ces clubs de haut niveau.
Naples, Juventus et d'autres clubs italiens, aujourd'hui, ne prennent plus à la légère des confrontations, même face à des clubs suisses. Non, bien sûr. Non, clairement. Nous, en tant que jeunes, on était éduqués. Chaque match, c'était 200%. Et j'ai cette paire un peu italien, un peu que j'ai pris là-bas et que je l'ai toujours. C'est que chaque fois que je rentre sur le terrain, qui j'ai en face de moi, c'est pas un problème, il faut donner 200%. Donc on peut s'attendre au meilleur Naples possible au Letzigrund. Mais on va aussi rappeler quand même que le FC Zurich, c'est le club suisse qui a finalement eu le plus de succès de l'histoire dans les coupes européennes, avec 2 qualifications en demi-finale, avec 2 échecs. Contre le Real, c'était en 64, et contre Liverpool en 77. C'est presque les mêmes joueurs actuellement. Il a fallu 2 gros quand même pour sortir les Zurichois. Finalement, c'est toute une question d'état d'esprit avant tout. On est plus dans l'état d'esprit sur le terrain que sur le technique, là, à un certain moment donné. Si on veut créer la surprise, c'est le match d'une vie. C'est une autre époque. Hein. Mais là, ouais, Zurich, c'est génial pour eux. Ils peuvent mettre en vitrine aussi les jeunes. C'est génial, ils ont tout à gagner. Le stade sera plein. Voilà. C'est une belle fête, quoi. Pour eux, c'est une belle fête. S'ils en prennent 6, c'est normal. S'ils gagnent 2-1, ils vont être célébrés comme des héros. Non, ça doit être agréable en tant que joueur de pouvoir vivre ça. Autant que, je pense, moi, vu que je connais très bien Benjamin Cololé, il a hâte de ce match. Et puis... Il a déjà fait des stories Instagram? Non, c'est pas un genre de personne qui me souvent ça, mais après, voilà, je parle souvent au téléphone avec lui. Donc... Il a impatient. Il aime ces matchs. Ouais, clairement. Lui, il adore ça. Mais il n'y a pas que lui, parce que là, j'espère que les 11 qui sont sur le terrain, ils sont surmotivés. Si vous n'êtes pas motivé pour ce match-là, vous n'êtes jamais motivé sur un match. Justement, ils sont capables de se transcender, d'élever leur niveau de jeu. Et puis vous avez le président de Sio Canepa qui a dit hier d'ailleurs sur Téléclub que l'objectif c'est de jouer au tour suivant contre un club anglais. Donc c'est quand même d'une certaine manière. C'était son rêve, il n'a pas dit que c'était l'objectif. Non, mais il fait quand même impression sur ses joueurs. Pour finir, c'est peut-être maintenir justement cette pression sur le FC Zurich. Et puis il y a Magnin qui est de retour sur le banc, ça va aussi faire pas mal de choses. Ça peut changer pas mal de choses. Il va les remonter comme des coucous. Ah, mais ça c'est clair. Ouais. L'importance de Magnin? Moi, je dis que c'est un des coachs qui booste ses joueurs. Et avoir un coach comme ça, franchement, sur le terrain, tu es obligé de courir parce que sinon, tu te fais massacrer. Donc après, voilà, je pense que c'est le plus qui peut faire la différence au FC Zurich. C'est génial pour lui. Pour son expérience de coach, c'est génial à vivre, ça. Pour l'entraîneur en face, c'est pas mal, je crois, à Naples. Il est un peu connu. Il a fait quelques trucs. Il a gagné 2-3 trucs. 2-3. Peut-être que ça sera pour cette année, pourquoi pas, parce que Naples, qui n'est plus en course pour le titre en Italie, pour le Scudetto, va peut-être quand même faire le nécessaire pour remporter un petit quelque chose. Cette année, techniquement parlant, même si ce n'est pas tout à fait le même jeu, quand on bat le Bayer Leverkusen, première victoire contre un club de Bundesliga, on est capable quand même de menacer Naples. Techniquement parlant. Oui, mais toujours, parce que moi j'y crois toujours. Moi je crois que tout est toujours possible au foot. Donc je pense. Le problème c'est que c'est un match aller-retour, c'est ça le souci. Mais pourquoi pas? Je pense que Zurich va leur poser des problèmes jeudi. Après, voilà, comme je le dis, il y a un deuxième match en Italie qui sera peut-être plus compliqué, mais pourquoi pas? Sinon, il ne faut pas le jouer s'il n'y a aucun espoir. Moi, je pense qu'ils font cette compétition pour faire vivre ces matchs et puis pour créer des sensations. Quoi. Non, mais il essaie de nous faire dire que Zurich a ses chances, que Zurich va passer, alors qu'au fond, nous, on ne va pas le dire comme ça, mais on sait que... On le souhaite. Je suis très mauvais au pronostic, donc si on fait un pronostic va passer, ils s'en vont. Donc, ça va être dur et j'espère que ça va passer. Bon, en tout cas, ce match entre Zurich et Naples, il sera à suivre dès 20h30 jeudi sur Téléclub, bien entendu. Il y aura un quintet de choc qui va vous attendre à cette occasion, à savoir Claude Riff, Alain Rochard, Alain Rohrbach, Loïc Refait, le tout placé sous la direction du grand patron Mike Pérez. Voilà, on va faire une petite pause maintenant et on se retrouve dans quelques instants.
direct de l'UEFA Champions League vous est présenté par Heineken et Pepsi, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Téléclub Sport vous propose la meilleure ligue du monde. Vivez la NHL en direct avec une centaine de matchs, y compris les playoffs et la Stanley Cup. Wow! Unbelievable! Kevin Fiala! And it's over! The Washington Capitals have won the Stanley Cup! Soir de fête au Letzigrund. Pour la Saint-Valentin, le FC Zurich reçoit le prestigieux Napoli en 16e de finale de l'Europa League. Face au 2e de Série A, les hommes de Ludovic Magnin sont condamnés à l'exploit s'ils veulent poursuivre leur aventure européenne. Match aller entre Zurich et Napoli, c'est à ne pas manquer. Jeudi, dès 20h30 sur Téléclub Sport. L'UEFA Europa League vous est présenté par la nouvelle Kia Ceed. Kia, the power to surprise. Match après match, deuxième partie, toujours en compagnie de Claude Gross, de Robin Carrel, toujours en compagnie de Vincent Rigolet et Andy Zekiri. Je vous rappelle que pour réagir, vous pouvez le faire en direct via les réseaux sociaux, sur Twitter via le hashtag TCMAM ou sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Et puisqu'on parle des réseaux sociaux, eh bien, on y est, on y reste et on y a vu, comme souvent d'ailleurs, une autre face du football cette semaine. Voici notre petite sélection. Et on commence avec la boutique du Borussia Dortmund qui s'est trouvé un nouvel objet de merchandising qui fait fureur. La perruque Alex Witsel à 9,95 €. Elle est déjà en rupture de stock. Et pour ramasser tous ses cheveux, rien ne vaut un bel aspirateur coréen. Andrea Pirlo a trouvé sur Instagram la possibilité d'arrondir ses fins de mois difficiles. Difficile également la digestion de l'agent Karim Jaziri, très fâché de constater que les médias français ont omis de citer son joueur Karim Benzema après le dernier Classico. Benzema a fait une passe décisive, l'info n'a pas été relevée. Jaziri appelle ça de la désinformation. Par contre, les joueurs de l'OM ont appris quelque chose. Pas facile la vie de supporters. Leur avion en panne, les Marseillais sont rentrés de Dijon en voiture comme des fans. 500 km, 5 heures de route, l'horreur. On partage leur peine. Comme on partage également celle du FC Nantes suite à la disparition d'Emiliano Sala. Du coup, son nouveau club de Cardiff City, où il ne s'est même pas entraîné une seule fois, se sont obligés de dire qu'il ne l'oubliera jamais. D'ailleurs, à Nantes, on a aussi annoncé qu'on retirerait définitivement son numéro 9. Bon, le lendemain, c'était beaucoup moins sûr, le président Kita se serait un peu avancé. Par contre, s'il y a quelque chose que le FC Nantes n'a pas oublié, c'est de menacer Cardiff de poursuite en cas de non-paiement de la facture. Et on n'a pas fini d'en parler de cette affaire Salah. Il y a un côté dramatique aussi. Et puis on a vu évidemment que les affaires d'argent, à la fin, prennent toujours le dessus. Qui doit payer? Qui va payer? Est-ce qu'on va payer? Voilà, très bonne réponse. Non, mais ce qu'on dit toujours, il y a tellement d'argent maintenant dans le foot, c'est que même pour des choses comme ça, on en vient à parler d'argent. Même son club espagnol où il était à 16 ans, on vient à parler d'argent. Tout le monde essaye finalement d'obtenir sa petite part. Les assurances ne sont pas très intéressées évidemment d'assurer leur devoir entre guillemets, parce qu'on parle maintenant d'un voyage privé et non pas affrété par le club. Du coup, ça permet à certains de se dégager. On voulait parler de cette affaire Salah pour mettre un point final à une affaire qui dure quand même depuis trop longtemps, mais ça risque encore de traîner pendant de nombreux mois, malheureusement. Mais c'est impossible à en parler parce qu'on ne connaît pas les contrats, on ne connaît pas les contrats dans les clauses pour le joueur, pour les agents. Voilà, Bordeaux a 50% du transfert qu'ils avaient laissé, parce qu'ils avaient laissé partir Salah, partir gratuitement à Nantes. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on n'est pas spécialiste en assurance, c'est très dur d'en parler. À part que c'est une tragédie et puis que c'est inimaginable.
Oui. On n'a pas les clés en main pour pouvoir parler de ça. Il faudrait convoquer 2 assureurs et puis, je sais pas, la Rorbal. Les avocats. Voilà. Et petite pensée pour la deuxième victime de cet accident. On a tendance un petit peu à l'oublier ces jours-ci. Ben voilà, le football qui restera sans doute encore trop souvent une affaire de gros sous, ceux-là même qui permettent d'ailleurs de monter de grosses équipes qui veulent tout gagner. Et quand on dit veut tout gagner, on pense par exemple au Paris Saint-Germain, c'est un parfait exemple, sauf qu'à la veille de son 8e de finale de Champions League face à Manchester United, on se pose quand même quelques questions. Privé de Neymar, privé de Cavani, peut-être de Verratti, de Meunier, est-ce que le Paris Saint-Germain risque une nouvelle désillusion? Oui, on peut dire ça, parce que voilà, c'est quand même des grands joueurs, surtout Neymar et Cavani. Après, voilà, en plus, c'est des joueurs offensifs. Maintenant, le problème, c'est qui on va mettre à sa place. Et donc après, on peut mettre, par exemple, Mbappé, mais c'est pas facile face à Manchester, donc du coup... C'est sexy, Choupo-Moting, non? Est-ce que j'ose vous parler de problème de longueur de banc du côté de... Oui. Ça paraît quand même grossier de le dire quand on voit le contingent, mais finalement... Moi, je suis problème de longueur de banc à Paris? Non, mais Tourelle, ils sont pleins depuis un moment de son problème de banc. Et, là, il a vu venir le truc et il a toujours dit s'il y a 2, 3 blessés, on sera en difficulté. Et ils le sont maintenant. Ça s'est un petit peu inversé, la tendance, mais je pense que Paris reste supérieur à Manchester. Je pense que Paris a encore les moyens de passer, même sans Neymar, même sans Cavani. Bien sûr qu'il y a encore Meunier, Verratti jouera, il sera là et je pense qu'il va commencer le match. Je pense si on voit l'équipe du PSG dans laquelle à peu près ils vont jouer, parce que justement il n'a pas 5 autres solutions. La seule incertitude c'est Marquinhos, est-ce qu'il va jouer en défense centrale ou à mi-terrain, et puis ça va dépendre un petit peu, c'est la seule incertitude. Mais ça veut dire que ce pari-là, avec Di Maria, avec Mbappé en pointe, avec Draxler en soutien, peut-être Dani Alves derrière, à droite, avec Verratti, Marquinhos, ils ont quand même une équipe assez incroyable. Donc je pense qu'ils restent supérieurs à Manchester. L'écart du tirage au sort où on mettait Paris largement favori a réduit, mais je pense que Paris est encore supérieur aujourd'hui. C'est ça qui est génial dans le foot. Il y a 2 mois, on donnait aucune chance à Manchester. Et le champ même, plus que l'arrivée de Schulcher, c'est le départ de Mourinho, ça a tout changé. Mais au-delà du comparatif de la qualité des effectifs, c'est surtout la dynamique. C'est ça, c'est que Manchester, maintenant, ils sont sur une super vague, ça se passe très bien, et c'est étonnant. Parce que Pogba, il jouait plus, Rashford, il était sur le terrain, mais il n'était pas là. Rashford, ça allait plus non plus. Et puis là, Solskjaer, il arrive et il relance tout ça, et ils ont l'air imbattables tout à coup. Alors que, ils le sont presque, puisqu'ils sont sur 10 victoires en 11 matchs. Maintenant, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'ils n'ont pas joué des très très grosses équipes. Ouais. Et le seul match contre une vraie équipe, entre guillemets, c'est à Tottenham. Ils gagnent 1-0, mais c'est un miracle. On parlera de Manchester tout à l'heure. Je voudrais quand même reprendre les choses un peu chronologiquement. Tout le monde s'est affolé lorsque Neymar s'est blessé à Paris. Et puis aujourd'hui, à voir les commentaires des observateurs, on a l'impression que c'est l'absence de Cavani qui finalement est la plus problématique. Alors que pas vraiment. Donc la vraie problématique, c'est l'absence d'un milieu de terrain crédible. Voilà. Alors, ils ont pris Paredes, mais il faut quand même jouer Marquinhos. Paredes, pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là, quand même. Ouais, c'est un vrai joueur de foot. Il sera pas sur le terrain au coup d'envoi, de toute façon. Non, je pense pas. C'est possible. Et pourtant, c'est un gros transfert à plus de 40 millions. Si 4-3-3, il pourrait jouer avec Paredes, Draxler et Verratti. Et de toute façon, si vous mettez Mbappé en pointe avec la vitesse qu'il a face à la défense de Manchester, c'est là que ça peut se jouer. Parce qu'un Cavani, finalement, OK, une fois qu'il est en place dans les 16 mètres, il est dangereux. Mais si vous arrivez à jouer derrière les lignes défensives de Manchester, qui jouent particulièrement haut avec Solskjaer, vous avez des Bailly, Smalling, Phil Jones, ils vont pas suivre Mbappé. Hein. Et si vous avez Draxler, Di Maria qui arrivent à mettre des bons ballons dans le dos, alors là, ça devient compliqué, quoi. L'absence de Cavani, quand même, ça va poser un problème défensif, non ? Ça, c'est la théorie super intéressante. Et je pense qu'on peut poser des questions à Andy là-dessus. On dit souvent que Cavani, c'est un des rares qui est le premier défenseur, vraiment. Un attaquant, mais qui défend. Vous, dans votre rôle, par exemple à Lausanne, suivant ce qui vous est demandé, est-ce que c'est vraiment la moitié du job d'aller défendre quand Lausanne n'a pas le ballon ? Après, nous, le coach, il nous laisse plus la liberté en tant qu'attaquant. Après, voilà, moi, en tant que joueur, avec mes qualités, si je peux aider l'équipe à leur donner cette phase défensive, je le fais directement. Après, voilà, en tant qu'attaquant, comme on dit, on est le premier défenseur.
Donc après, voilà, on ne doit pas aller à Libye. On doit vraiment, comme fait Cavani, lui, sa qualité, c'est il rentre sur le terrain et 200%, il envoie. Et donc, c'est sa force aussi. Donc après, grâce à ses efforts, bah, il finit devant les buts. Et puis, il a besoin de ça pour être bien dans son match et puis pour être en confiance après. Le problème quand même, c'est que Mbappé n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques qu'un Cavani, hein, même pas du tout. C'est pas le même joueur et se retrouver avec un Mbappé un petit peu esselé, disons en pointe, ça va. Finalement, peut-être que Paris va devoir jouer un peu contre nature, non? C'est impossible de ne pas être. De toute façon, il y a Mbappé, vous êtes heureux. De toute façon, il peut jouer n'importe où, il peut jouer latéral gauche. Seul en pointe, avec sa vitesse. À l'extérieur en Coupe d'Europe, bah, il peut aller en planter un, il peut aller en planter deux. Puis sur la confrontation, ça pèse ultra lourd. Non, c'est pas un problème Mbappé, en aucun cas. Non, bah, je pense que Tourelle, moi j'ai une grosse confiance à Tourelle. Peut-être qu'il va mettre le bloc plus bas, il va peut-être jouer en contre. Il y a match aller-retour, donc ce premier match à Old Trafford, ils vont essayer de marquer un but, mais ils vont surtout essayer de bien défendre. Donc pour moi, c'est presque idéal. Alors Neymar manque beaucoup, bien sûr. Cavani, il apporte beaucoup, mais d'avoir Mbappé en pointe, et on l'a vu avec l'équipe de France, c'est quand même intéressant. Mais c'est intéressant ce qui se passe dans le projet, entre guillemets, du PSG. Alors, ils ont choisi de prendre 2 joueurs pour 400 millions plutôt que de prendre, je ne sais pas, 4 joueurs à 100 millions ou 8 joueurs à 50 millions. Ce qui fait qu'ils auraient eu de la profondeur, ce qui fait qu'ils n'auraient pas connu ces problèmes pour ce match-là. Et là, c'est les limites du marketing à outrance, de vouloir thésauriser sur l'image de Neymar, sur l'image de Mbappé. Bah, ils voulaient signer un nom, et 2 même. 2, ouais. Mais peut-être que s'ils n'avaient pas pris Neymar, la marque PSG serait moins globale maintenant, mais peut-être qu'ils gagneraient plus de matchs en Coupe d'Europe. Globalement parlant, on a fait très vite de ce PSG une grande équipe d'Europe. Je ne sais pas qui, alors. Pas une grande équipe, mais des grands noms et des grands joueurs. Ils n'ont pas gagné grand-chose. Ils nous avaient dit avant qu'ils poseraient des questions un peu bêtes. Je pense qu'ils parlent c'est de loin pas un grand d'Europe, contrairement à ce que veulent faire croire peut-être déjà les dirigeants. Non, mais ils ont une aura parce qu'ils ont engagé des grands joueurs et ils l'ont fait souvent. Enfin, là, ils ont encore signé Buffon, même si ça pourrait être le remplaçant d'Areola. Une belle fin de carrière. Enfin, moi, je trouve ça un peu. Non, moi, je trouve Buffon, c'est très bien pour le vestiaire. Mais c'est super pour le vestiaire, c'est intelligent. Mais quand ils ont signé Beckham, quand ils ont signé ces noms-là, c'était pour signer des noms. Quand ils avaient Ibrahimovic, c'était pour signer un nom. Mais City, et ça leur donne une aura européenne, ok. City avait fait la même chose que Paris. Hein. Ils ont recruté et City a mis du temps. Depuis, c'est bien mieux pensé. Depuis, ça a été mieux Depuis, ça a fait chier, mais ils ont commencé comme Paris. Un Fernandinho, c'est pas super clinquant, mais au moins, ça fait le job. Je suis d'accord. Mais Paris aujourd'hui, avec Paris au complet, je reste persuadé que ça reste un des candidats numéro 1 au titre pour la C1. Ouais, mais qui en février au complet finalement? Le problème de Paris, c'est chaque année à cette période-là où il y a des couacs. À Manchester est quasiment au complet. Il y a Roro dans l'infirmerie globalement. Puis, dernier point peut-être concernant Paris, on se prive volontairement d'un joueur que Tourelle aimerait bien faire jouer, c'est Rabiot. Là, ce sont les dirigeants qui ne veulent pas que Rabiot joue. Finalement, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Il ne veut pas jouer non plus. Donc, bon, ça, c'est une autre question. Vous pouvez jouer... Non, c'est là qu'on voit de nouveau les limites de la politique. Paris a d'excellents jeunes. Je pense qu'au niveau mondial... Ils ont parmi les meilleurs jeunes. Et il y en a un qui part à Bordeaux, il y en a un qui arrive en fin de contrat. Forcément, comme il est à Paris, il s'en va en fin de contrat. Parce que c'est le problème aussi de leur salaire. Par exemple, Neymar va arriver à ce même problème. Paris ne vendra pas ses stars. Verratti voulait partir, Paris ne vend pas. Alors les joueurs, ils sont obligés d'aller à la fin de leur contrat pour s'en aller. Non, mais Rabiot, ça a très mal été géré. Alors, Rabiot n'est pas le plus facile à gérer, on s'entend, mais Paris a très mal géré. C'est vrai que Rabiot, aujourd'hui, ferait du bien à Paris, mais après, Rabiot n'a rien fait pour non plus. Paris n'a pas bien géré, et le résultat, tout le monde est perdant. Ça changera peut-être avec l'arrivée d'Arsène Wenger comme directeur du football, puisqu'on parle de plus en plus de l'arrivée de Wenger du côté de Paris. On parle un petit peu de Manchester quand même. Vous l'avez dit, 11 matchs, 10 victoires et 1 nul depuis que, moi je vais dire Solskjaer, je ne veux pas le dire à la norvégienne, je sais que vous appréciez la prononciation locale. 11 matchs, 10 victoires, 1 nul. Que fait Solskjaer de mieux que Mourinho? Il n'est pas Mourinho. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, c'est quoi après? Non, c'est ça, c'est pas Mourinho. Et certainement qu'il a mis une cohésion dans son groupe qu'il n'y avait pas avant, parce que Mourinho a un peu tendance à vouloir monter certains joueurs contre d'autres. Enfin, il met une compétitivité entre les joueurs. Par moment, il met la faute sur lui. Souvent, il met la faute sur certains noms. C'est-à-dire qu'il a pas, ça ne le gêne pas de désigner des types comme étant les fautifs de certaines mauvaises performances de son équipe.
En l'occurrence, Solskjaer, il a une gestion qui est... alors, et il le dit lui, à la Ferguson en fait. Donc globalement, il veut être Alex Ferguson. Il a appris comme ça et ça se passe très bien. Et je pense que c'est intéressant aussi sur le fond, quand on dit ouais, changer d'entraîneur, ça ne changera pas grand-chose, c'est les joueurs les premiers fautifs et tout. Ben là, on est en plein dedans. Les types, ils n'y arrivaient pas avec Mourinho, qui jouait un système qui n'était pas adapté. Puis on arrive avec un entraîneur qui n'a pas un CV extraordinaire. Hein. Il a entraîné Mulday, il a vraiment été formé avant par Ferguson, justement. Mais il a l'ADN Manchester. Voilà. Quoi. Et maintenant, ça roule. Juste parce que une autre gestion. Mais là, on est dans la gestion humaine. Là. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est important. On dit un entraîneur qui a tendance à critiquer un peu les joueurs sur la place publique, on dit souvent que c'est pour secouer le joueur, mais finalement, le joueur le vit très mal. Hein. Ouais, surtout dans des situations où les résultats ne suivent pas. Après, voilà, en tant que joueur, c'est pas très évident de avoir des reproches par le coach. Après, ça dépend des joueurs. Après, à ce niveau-là, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et puis, quand quelqu'un dit quelque chose, le seul moment où tu peux répondre, c'est sur le terrain. Donc après, ça a eu de... Puis on a vu aussi à Lausanne un entraîneur qui s'enfonce dans ses certitudes, on connaît aussi. Non, le coach, il est super, il nous... Moi, je parlais de Célestini. Il parlait de l'ancien. Ouais. Là, on a un nouveau, donc ça va. Bon, après, voilà, on retient là. On a un nouveau, donc ça va. Merci pour cet avis pertinent. Non, mais c'est une équipe qui a maintenant une âme. C'est-à-dire qu'avant, on a eu ce moment Mourinho où finalement, on ne reconnaissait plus cette équipe. Et maintenant, on a une équipe on a l'impression qu'elle a retrouvé une âme. Et je pense que c'est le meilleur moment pour le faire juste avant cette confrontation contre Paris. Le meilleur exemple, c'est Pogba. Alors, est-ce que Pogba va éliminer le Paris Saint-Germain? Non. Parce qu'on en est un peu là. Hein. Non, mais Pogba, c'était quand même le salaire, le transfert le plus cher de l'histoire. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été pendant un moment le joueur le plus cher de l'histoire. Et le gars jouait plus. Non, on a vu la gestion de Pogba. Tu joues plus, t'es le meilleur, t'es le moins bon, tu es capitaine, ouais, tu joues plus. Et voilà, et il l'a enfoncé. Un nouvel entraîneur arrive, et ça, c'est vraiment la gestion humaine. Et un coach, c'est la grosse partie. Gérer le vestiaire, gérer les égos, gérer les gens. On ne gère pas un joueur tel et tel comme un autre. Et il y en a qu'il faut plus justement piquer, puis il y en a il faut caresser un peu dans le sens du poil, leur dire qu'il est beau, lui dire qu'il est beau tous les jours, que c'est le plus beau, le plus fort. Et ça, c'est la gestion. C'est ce qu'il a fait un peu. Mais du coup, vous vous retrouvez avec un Pogba ou un Martial, par exemple les Français qui sont anti-Mourinho, puis vous avez les Belges, à contrario, qui sont plutôt un pro-Mourinho, quoi. Donc on a donné raison. Ah, parce que Lukaku, il performe. En tout cas, Lukaku a toujours dit j'aime Mourinho, tout comme Fellaini et compagnie. Bah voilà. Non, pas compagnie, il est dans le chip. Fellaini. Non, mais compagnie. Vous avez compris. Enfin, mais ils sont très heureux aussi avec le nouveau, donc ils aiment aussi le nouveau, je pense. Non, c'est clair. Après, il y a comme Zidane, ce qu'il a fait au Real Madrid. Voilà. Il prenait ses joueurs comme s'ils étaient leurs enfants. Donc c'est ce qu'il fait un peu à Manchester. C'est juste parfait. Eh ben, comme on est un petit peu joueur aujourd'hui, moi je vais vous mettre un petit peu à l'épreuve maintenant. Alors je sais qu'autour de cette table, il n'y a pas que des supporters du Paris Saint-Germain, il y a même des supporters carrément affirmés de l'Olympique Marseille, oui. N'est-ce pas Robin? Je vais quand même... allez, on va aborder cette rubrique qui s'appelle l'importance des 3 points. On va voir si vous êtes en forme pour assurer une victoire ce soir. Première question, elle est basique, mais enfin... Quel est le premier, je vous parlais de ce Paris Saint-Germain qui se dit grand d'Europe déjà, quel est le premier trophée remporté par le PSG dans son histoire? La Coupe des vainqueurs. Que ce soit au niveau français ou au niveau international. Champion des deux. Européen. Champion des deux. Disons dans l'élite. Ah, ouais, alors bon. Une Coupe de France. Coupe de France. La Coupe de la Ligue. C'est pas la Coupe des villes de foire à l'époque. Il y a tout ça pour vous prouver, je vais vous donner tout de suite la réponse, 1982, donc c'est finalement pas si vieux que ça. C'est un club très jeune. C'est un club très jeune, et en fait 1982, c'était une Coupe de France face à Saint-Etienne, et depuis, il faut quand même préciser que le Paris Saint-Germain a remporté 37 trophées, si vous faites le calcul. On est en 2019, ça fait en moyenne un trophée par saison. Quand même. Bon, il y a eu des années où il y a eu moins de trophées et d'autres plus. Il y a eu des années Canal+, on a bien rigolé. Vous aimez je sais que vous adorez la chanson française. Alors là, c'est... Je sais pas. Andy aussi, non? Je sais pas si Andy aime particulièrement. D'accord, on va quand même vous tester. Si je vous dis chanson inspirée de la propre vie d'un fils d'immigrés italiens installés en France et qui chante, pour ne pas paraître chauvin, et il chante, il joue au PMU, il va voir Paris Saint-Germain et il aime bien les vins français. Je parle de qui? Chanteur français. Arrêtez de me regarder, moi je ne sais rien du tout. Votre génération? De ma génération. Après, on se rattrapera quand même un petit peu. Voilà. Vous n'étiez pas né, vous n'étiez... Oh, quoique. Je sais pas.
Allez, Serge. Si vous me dites Gainsbourg, vous sortez tout de suite. J'étais à ça. Reggiani. Reggiani. Alors effectivement, c'est Serge Reggiani qui a voulu à sa manière rendre hommage au Paris Saint-Germain. Écoutez-le. Ça sent la descente Écoutez. aux vacances. Je vais voir Paris Saint-Germain et j'ai un faible. Andy, non? Non, ça me dit rien. Alors voilà, heureux d'avoir contribué à votre culture musicale, mais on va continuer un petit peu dans ce domaine-là. Il y aura encore de l'accordéon? Alors c'est une parodie qu'on a trouvée sur le web en l'honneur d'un joueur. Alors là, je me tourne vers vous, Andy, parce que vous n'avez pas encore 20 ans, on va quand même le préciser, donc ça correspond peut-être un tout petit peu plus à vos goûts, même si j'ai pas l'impression que cette chanson va être primée aux prochaines victoires de la musique. C'est pour mettre à l'honneur un joueur. Ça sera assez facile. Pour ta venue à Man United. Bang, 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 finale d'Europa League. Tu feras la tif au Mondial 2018. Grâce à toi, Deschamps irait chez le dentiste. Hey. Artiste. Bon, il sera sur le terrain demain. Martial. De qui parle-t-on? Pogba ou Martial? Ah, moi, je connais la chanson. Après, de qui il parle, je sais pas trop. Un joueur de Manchester? Un joueur de Manchester. Donc, Il a donné la bonne réponse. Hein. Ah, voilà. Il a donné la bonne Il a dit réponse. Pogba ou Martial. Ouais. Allez, on écoute la réponse. Paul Pogba, Paul Pogba, Paul Pogba, Paul Faut pas trop aller sur Internet. Hein. C'était bien Reggiani, finalement. Oui, finalement. Franchement, c'est ça votre style musical? Parce que je vous voyais déjà vous dandiner un peu sur la chaise comme ça. Ouais, c'est ce que vous écoutez dans les vestiaires avant un match? Ouais, quand même pas. Non, pas le genre de... Zakir. Non, mais après, voilà, c'est le genre de mélodie qu'on écoute. Après, le genre de chansons comme ça avec les paroles. Ah ouais. Je suis pas trop fan. Avant les matchs, c'est plutôt de la musique un petit peu... Vu que c'est de temps en temps moi le DJ, j'ambiance un peu l'équipe, donc j'essaie de mettre des chansons un peu pour tout le monde. Bon, enfin, on a trouvé ça sur le net et c'est interprété, on va quand même le dire, par l'artiste. Comprenne qui pourra, comme quoi on peut être un petit peu mauvaise langue de temps en temps, je vais continuer d'être mauvaise langue. On sait que Neymar, on l'a dit, hein, sera le grand absent des huitièmes de finale de la Champions League. Il est blessé pour une durée pas encore tout à fait déterminée. Ça fera 4 ans qu'il sera absent à une date très précise, le 11 mars. C'est une drôle de coïncidence. C'est son anniversaire. Laquelle? Non, il était en rouge l'autre jour, un lundi soir, 2 jours avant. Ouais, mais c'est justement une semaine après son C'est une semaine après son anniversaire, donc c'est une coïncidence. Ça fait 4 ans, non, ce n'est pas son anniversaire, ça fait 4 ans qu'il sera absent le 11 mars. Les 2 premières fois, il était suspendu. Et les 2 fois suivantes, c'est la drôle de coïncidence. Saint-Neymar. Non, ok. Le carnaval de Rio. Je sais pas. Vous n'étiez pas très loin avec l'anniversaire. De C'est l'anniversaire de sa maman. copine, sa sœur. Voilà, exactement. C'est l'anniversaire de sa sœur tous les 11 mars. C'est quand même une coïncidence assez... Tous les 11 mars. Tous les 11 Tous les 11 bah mars, oui, elle change pas chaque année, Ça ne elle change pas chaque année. c'est comme Noël, Et j'y c'est penserai. surtout quand même une drôle de coïncidence que de voir effectivement Neymar incapable de tenir sa place sur un terrain le 11 mars. Merci messieurs. C'est quoi? Je crois que c'est quand même Robin Carrel qui a été le plus habile. Les 3 points pour Robin Carrel. Vous reviendrez en deuxième semaine pour le match retour. Messieurs, ben voilà, on va refermer la page de ce PSG Manchester. Il y a 3 autres rencontres qui sont à l'affiche cette semaine en Ligue des Champions, mais également la semaine prochaine. Voici un survol de ces affiches, messieurs. Tous les matchs, évidemment, sont en direct sur Téléclub. Alors, si on prend les matchs de cette semaine, Rome-Porto mardi, Tottenham-Dortmund et Ajax-Real mercredi. On va très vite évoquer les matchs de cette semaine. Je pense qu'on les évoquera dans le prochain match après match de la semaine prochaine pour ceux de la semaine suivante. Alors, entre Rome-Porto, Tottenham-Dortmund, Ajax-Real, est-ce qu'il y a une affiche qui retient particulièrement votre attention? Tottenham-Dortmund. La plus indécise, ouais, Tottenham-Dortmund. Oh, la plus jolie aussi, parce que c'est vraiment 2 équipes qui jouent. C'est vraiment... Non, celui-là, il m'excite un peu. Est-ce que j'ai tort de me faire du souci pour Dortmund, qui aujourd'hui, à force de courir après De Lièvre, c'est pas les seuls, on est d'accord, mais finalement, le Bayern, maintenant, revient très fort dans le dos de l'équipe de Lucien Favre. Si des équipes comme ça n'arrivent pas à jouer Je parle donc du championnat d'Allemagne, jouer sur les 2 tableaux, il va falloir peut-être faire un choix, non, à un certain moment. Maintenant, Robin a raison. Souvent, mais là en l'occurrence encore plus. Si vous jouez la Bundesliga et que vous êtes en Ligue des Champions, quand vous êtes le Borussia Dortmund, vous êtes capable de jouer sur les 2 tableaux. Puis la Bundesliga, c'est un championnat à 18, ça aide aussi. Lucien Favre également de retour sur le banc, c'est un petit peu comme Magnin, hein. C'est le petit plus. Bah ça aide, ils n'auraient pas perdu en championnat s'il avait été sur le banc ce week-end, j'imagine.
Lucien, ça va faire une jolie expérience pour lui aussi, parce qu'il n'est pas souvent allé très loin en Champions League, si je ne m'abuse. Donc ça, c'est bien pour nous, ça nous rajoute un peu de sel. Et puis, il y a ce Jadon Sancho à Dortmund que j'ai envie de voir et revoir pendant les 20 prochaines années. C'est là. Ouais. Voilà, vous l'avez entendu, on va gentiment déjà tourner la page de cette Champions League et on va rentrer dans le temps additionnel. Je vous rappelle donc que tous les matchs de l'UEFA Champions League, ainsi d'ailleurs que ceux de l'Europa League, seront visibles en direct, en intégralité avec nos commentateurs. Ce sera mardi, mercredi, jeudi avec studio à partir de 20h30. Donc bientôt le coup de sifflet final de cette partie. On est dans le temps additionnel. On a quand même le temps de jeter rapidement un petit coup d'œil sur la presse de ces derniers jours. Et je vous le disais en début d'émission, rapidement évoquer le FC Sion qui a perdu des points hier contre Lugano. Le Nouvelliste met en évidence le manque d'agressivité défensive et le manque d'animation offensive du club valaisan. J'ai quand même l'impression, Claude, qu'on n'avance pas beaucoup sur ce chapitre. J'étais à Sion hier, je me suis bien ennuyé, quoi. Donc, il faut être deux pour jouer. Lugano, c'était pas plus glorieux, mais effectivement, Sion, c'était offensivement, c'est le néant. C'est le miracle, l'égalisation en fin de match. Et voilà, comme je l'ai dit, Lugano, c'était guère mieux, hein, donc c'était un match très ennuyeux. C'est un résultat qui fait plus de mal à Lugano que ce qui fait du bien à Sion. Exactement. Personne n'était content, quoi, finalement, parce que Sion, le point ne suffit pas. Lugano, ils ont passé tout près de l'exploit, parce que je pense qu'ils ont passé 2 fois le milieu de terrain, et ils ont marqué 2 fois. Ils sont à 8 matchs sans victoire maintenant. Voilà, donc c'était très ennuyeux, très inquiétant. Et on parlait avant de la promotion-relégation, des équipes comme Lugano qui ne sont pas encore hors de la gonfle. Il faut aussi qu'ils montrent autre chose, parce qu'ils avaient changé d'entraîneur, parce qu'il y avait des points, mais pas de jeu. Maintenant, il n'y a pas de points, mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu non plus. Finalement, c'est presque les journalistes du Nouvelliste les plus chanceux. Ils n'ont pas accès au stade, effectivement. Ils n'ont droit qu'à aller voir les matchs à l'extérieur. On va se pencher un peu sur la Challenge League, puisque Andy Zakiri est là. Le leader Servette a perdu. Ça fait quand même tout bizarre à la tribune de Genève qui devient inquiète du jour au lendemain. Faut-il être inquiet pour la première place de Servette? Vous, j'espère que vous souhaitez qu'il y ait cette inquiétude, mais franchement, est-ce que Servette n'est quand même pas au-dessus du lot, malgré ce couac contre Chiasso? Non, c'est une très bonne équipe que j'ai joué contre Servette. Après, voilà, ça va pas être, ça va être la guerre jusqu'à la fin, comme on va dire. Après, voilà, nous, en tant que joueurs, nous, le Lausanne Sport, on essaie de gratter le point, les mettre en danger le plus vite possible et essayer de gratter cette première place qui peut-être qui nous fera très du bien, ça fait du bien. L'ambition reste toujours la promotion de toute façon. Exactement. Après, voilà, on s'entraîne chaque jour, on essaie d'améliorer chaque petit détail avec le coach. Donc, voilà, on essaie de... après, ce week-end, le match n'était pas très terrible. Après, voilà, il faut passer à ça. Et puis, ce match qui suit. Je peux vous chatouiller, puisqu'on parle de BCL et du Lausanne Sport. Le LS a activé sa dernière licence disponible en engageant Roman Buess, on dit comme ça, tout le monde dit Bus, mais en fait on dit Buess, l'attaquant saint-gallois. Vous êtes attaquant et vous êtes loin d'avoir votre place assurée sur le terrain. Non, après, voilà. Là, je vous chatouille un peu. Non, mais après, voilà, ça reste un joueur, un bon attaquant qui a marqué des buts en Super League. Après, voilà, dans le foot, il y a de la concurrence. Donc, à chaque entraînement, chaque petite opportunité qu'on peut avoir sur le terrain, c'est de se montrer. Et puis après, c'est au coach de voir sa décision. Vous nous rassurez, vous êtes en passe de revenir sur le terrain mercredi. Normalement, vous seriez prêt, quoi, parce que vous êtes blessé, on va le rappeler. Je fais tout pour jouer ce week-end. Après, on verra bien ce que ça donne. De nous, Lausanne était obligé de prendre quelqu'un devant, vu les atermoiements de Margiotta. Ça leur a pas laissé de choix. Je pense que Remo Buess est un très bon choix. Il connaît bien la Challenge League, il connaît bien le championnat de Suisse. Il a eu mis des buts. Il a été champion du monde M17, si je ne m'abuse. Non, c'est un bon choix. Non, puis c'est très ouvert. On parlait de Servette-Lausanne, il y a encore peut-être Haro ou d'autres équipes, mais c'est vrai que le championnat est très long et l'écart peut se réduire dès mercredi déjà, donc c'est hyper intéressant. Servette, c'était un match compliqué à Chiasso. Aller à Chiasso au mois de février. Alors déjà, quand vous allez en été, c'est compliqué. Faut l'appeler le terrain, c'est le prénom. Hein. Voilà, à Chiasso, c'est une catastrophe, le terrain. Donc, mais après le match contre Vaduz, on était peu à penser que le LS allait se rapprocher de Servette à la fin du week-end. En tout cas, vendredi soir, au coup de sifflet final, c'était... C'est pour ça que tout est ouvert. Et c'est Haro qui s'est rapproché. Haro qui a fait un super mercato aussi.
Même, je pense que c'est le meilleur mercato de Challenge League. Le diesel de la Challenge League. Quoi. Ils sont restés en bas pendant. S'ils reviennent, c'est incroyable parce qu'ils sont vraiment partis de nulle part. Hein. Ça a donné une super fin de saison et de nouveau, c'est presque des semaines anglaises. Fin de saison que l'on pourra vivre, notamment en direct sur Téléclub tous les vendredis. Vous le savez, tiens, une qui a été publiée vendredi par l'équipe sur les salaires pratiqués en France en euros Neymar, un peu plus de 3 millions d'euros par mois. Mbappé ou Cavani, un petit peu plus de la moitié. 13 des 15 plus gros salaires sont au PSG, les deux restants pour Falcao et Fabregas à Monaco. Et puis derrière, la Marseille, quand même, en 3e position, mais on marche un peu sur la tête, là, quand même. 3 millions non, mais ça par mois. C'est des marronniers journalistiques qui m'énervent un peu. Moi, j'aime bien souligner que ça laisse 600 millions dans les caisses de l'État français, ce qui n'est pas négligeable non plus. Puis après, de nouveau, la qualité, ça se paye. Regardez, on disait Kirill est excellent, il est très bien payé. Savez-vous qu'après Krishna, 95% des Français disaient que tous les joueurs de football étaient trop payés. Et maintenant, les bons résultats de l'équipe de France aidant, ils ne sont plus que 52% à penser que les footballeurs sont trop payés. Voilà, comme quoi les résultats... Ce qui sort d'un papier comme ça, surtout que les joueurs le lisent, et après c'est des luttes d'ego dans les vestiaires, et ça complique peut-être les relations entre certains joueurs. Et après, c'est Balotelli qui doit payer les paquets de chips dans les restaurants à Florian Thauvin, parce qu'il gagne plus d'argent. Balotelli, 500 000 euros par mois. Eh bien, pour le plaisir, je vais encore vous recommander le dernier numéro qui vient de sortir de l'excellent SoFoot. On y a trouvé notamment un beau reportage sur José Luis Chilavert, l'ancien gardien tellement populaire qu'il brigue la présidence de son pays. Bon, il y a un petit problème, c'est qu'il dit s'inspirer de Trump et de Bolsonaro. Mais vous vous souvenez de ce gardien-là? C'est pour lui que je voulais être au but quand j'étais gamin. Pour tirer les coups francs. Ouais. Pour tirer les pénaltys et les coups francs, tout en étant gardien. Puis Jorge Campos aussi. Mais comme dans la cour d'école, quoi. Gardien volant, le gars, il pouvait partir. Sacré numéro. Eh ben vous l'entendez, c'est le coup de sifflet final. Merci d'avoir participé à ce match, messieurs. Ce match après match est également terminé. Merci de nous avoir suivis. Carton jaune pour moi. Match après match. Ouais, match après match. Je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit 2 fois. C'est carton rouge. Bonne rentrée chez vous, messieurs. L'émission de ce soir était pilotée par Philippe Macherel et Andy Grave. Bonne rentrée, donc je vous l'ai dit. Et prochain rendez-vous avec le football sur le Téléclub, ce sera la Ligue des Champions et ce sera demain à partir de 20h30 pour les matchs allés des 8e de finale. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Voilà, à demain. Bye bye.